Si on regarde les chiffres, il y a eu un vrai essor des montants investis en private equity en France. Autour des années 2000, on était sur des montants investis qui étaient à 5 milliards. Et là, on a atteint 135 milliards d'euros en 2025. Historiquement également, on a une volatilité modérée entre le private equity et les marchés cotés, ce qui donne également un autre point positif pour potentiellement l'inclure dans un portefeuille global. C'est vrai que dans les actifs non cotés, on va réellement investir dans l'économie réelle et en plus, on va combiner ça à des investissements sur le temps long. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Ramify Présente, où on va vous présenter nos équipes et nos produits. Pour rappel, le format est habituel, nous allons échanger pendant 45 minutes et vous aurez l'opportunité de poser des questions tout au long de cet échange. Je me présente rapidement, donc je suis Louise Fribourg, Head of Client Portfolio Managers chez Ramify et je dirige l'équipe des conseillers. Avant de travailler chez Ramify, j'ai fait de la gestion de portefeuille institutionnel pour des clients avec des mandats supérieurs à 100 millions. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Ayman, directeur de la recherche chez Ramify. Merci Louise. L'objectif de notre échange aujourd'hui est de comprendre les actifs non cotés, savoir comment investir sur ces classes d'actifs et aussi comment construire un portefeuille de non cotés. Avant toute chose, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, je voudrais juste vous rappeler rapidement la mission de Ramify. Ramify a pour objectif d'être une alternative digitale à la banque privée. L'objectif, c'est d'offrir une solution clé en main à nos clients avec une efficience digitale et opérationnelle de très haut niveau. Nous proposons des solutions sur toutes les classes d'actifs, qu'elles soient classiques, traditionnelles ou alternatives, et nous avons un accompagnement qui est vraiment global. Cet accompagnement global, il est sur des sujets de fiscalité, mais aussi des sujets tels que le crédit lombard. Vous pourrez voir sur la slide que vous avez à l'écran toutes les classes d'actifs sur lesquelles nous investissons. Et là, le sujet d'aujourd'hui, c'est réellement de nous concentrer sur les actifs non cotés, où on a une des offres les plus larges du marché et surtout une expertise qui est très importante. Et si on regarde ensuite sur les marchés non cotés, d'abord, j'aimerais que Ayman se présente et que tu nous présentes aussi l'équipe de recherche quantitative chez Ramify. Bien sûr Louise, merci pour la présentation de Ramify. Alors, moi c'est Ayman Oubella, je dirige l'équipe de recherche à Ramify, ingénieur de formation à l'École centrale de Paris avec une expertise en mathématiques appliquées et data science. Avant de rejoindre Ramify, j'ai eu la chance de travailler dans des structures type fonds d'investissement dans lesquelles j'ai conçu des stratégies d'investissement systématiques et quantitatives sur le marché coté. Et puis j'ai rejoint Ramify, ça fait maintenant environ 4 ans et demi, pour travailler sur la partie recherche de 1 et co-construire l'équipe de recherche que vous avez devant vous. L'équipe de recherche, à date, elle est constituée de 5 personnes. On a Hugo qui travaille sur la partie recherche quantitative, Fad qui n'est pas dans la photo et qui nous a rejoint, ça fait 1 mois et demi, qui travaille également sur la partie recherche quantitative, Mathias qui travaille principalement sur la partie data science, qui nous aide pour s'assurer qu'on a des données pour pouvoir faire nos recherches et également pour déployer de la recherche et la mettre à disposition aux investisseurs de Ramify. Et Olivier qui dirige l'équipe de recherche et qui préside les comités d'investissement qu'on réalise de manière régulière. L'équipe de recherche, très brièvement, il a 2 mandats principaux. Le premier, c'est de développer des modèles d'allocation mathématiques, algorithmiques et systématiques sur les différentes classes d'actifs, du côté sur la partie actions et obligations, et également du non-côté, où on développe des modèles de due diligence quantitative pour sélectionner et scorer les différents fonds de private equity, de dette privée et de real assets, et également d'avoir des modèles mathématiques pour construire des portefeuilles et des programmes d'investissement sur la partie non cotée. Parfait. Je pense que c'est important, avant qu'on rentre dans le détail de comment vous construisez les portefeuilles et comment on sélectionne les stratégies chez Ramify, de peut-être présenter et définir ce que sont les actifs non cotés. Sûr.
Donc sur les actifs non cotés, on a 3 grandes catégories. Je vais commencer par la première, qui est le private equity. Le private equity, en fait, ce sont des prises de participation dans des entreprises non cotées. Par non coté, on entend simplement ce qui n'est pas listé sur un marché. Si on prend l'exemple de la France, vous avez le CAC 40, où vous avez 40 entreprises qui sont listées, mais le marché, il est beaucoup plus profond. En effet, si on regarde la France, on a à peu près 150 000 petites et moyennes entreprises qui ne vont pas être sur le CAC 40, mais dans lesquelles on peut investir. Donc le private equity va chercher à prendre des participations dans ces entreprises via des fonds spécialisés. L'objectif de ces stratégies va être de générer une performance et une plus-value sur le long terme, via principalement de la croissance des revenus des entreprises. Ces fonds de private equity vont prendre des participations, transformer l'entreprise, donc faire une expansion géographique, racheter un autre acteur, pour améliorer la stratégie de cette entreprise et générer une plus-value sur le long terme. On est sur des stratégies qui vont avoir une durée de vie qui est plutôt ce qu'on appelle long terme chez Ramify. Donc on va être sur des durées qui sont entre 8 à 10 ans en fonction des fonds, qui peuvent être plus courtes ou plus longues. Et on a une liquidité qui, de manière générale et historiquement, est faible. On reviendra là-dessus avec Eman parce que le marché a beaucoup évolué. Historiquement, le marché du private equity était illiquide. Et là, on voit qu'on commence à avoir de plus en plus de liquidité dans le marché. Le risque ici, c'est un risque élevé par rapport aux autres classes d'actifs et c'est parce que vous n'êtes pas prioritaire dans la structure de capital dans la situation où l'entreprise ferait faillite. La deuxième grande classe d'actifs des actifs non cotés, ça va être la dette privée. Donc là, on est sur une stratégie qui est des prêts directs à des entreprises non cotées. Donc, c'est très similaire à ce qui est du private equity parce qu'on est à nouveau sur du non-coté, mais on va se positionner différemment dans la structure de capital et c'est beaucoup plus similaire à des obligations. Un acteur va prêter de l'argent à une entreprise et cette entreprise, du coup, va payer des intérêts de façon mensuelle ou trimestrielle, comme ce qu'on peut avoir avec des obligations. Ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est hors du circuit bancaire. C'était une classe d'actifs qui, historiquement, était beaucoup plus présente au niveau des banques. Mais depuis la crise financière et des réglementations comme Bâle III, on a vu un vrai essor de cette classe d'actifs auprès d'acteurs et de fonds de dette privée. L'objectif ici, il est différent du private equity. On va être sur un revenu régulier avec un rendement contractuel. Et donc, on a un niveau de risque qui est modéré, qui va être plus faible que celui du private equity parce qu'on est mieux placé dans la structure de capital. On a aussi une durée qui est généralement plus courte que celle des fonds de private equity. On va plutôt être autour de 6-8 ans et une liquidité qui va être faible, mais on a quand même de la liquidité avec ces intérêts qu'on peut avoir de façon trimestrielle. Le dernier élément, la dernière classe d'actifs à mentionner parmi les actifs non cotés, c'est ce qu'on appelle real assets. Ici, on est sur des actifs tangibles, donc d'immobilier et d'infrastructure. Et on va avoir différentes stratégies en fonction de ces actifs tangibles. Mais du coup, juste pour que vous ayez une idée, ce sont des ports, des éoliennes, des pipelines de pétrole, des réseaux téléphoniques. Et l'objectif va être soit de générer des revenus stables, donc c'est souvent le cas avec des actifs core, ou alors d'aller chercher une plus-value et une valorisation sur le long terme, avec certaines classes d'actifs comme le value add. Ici, à nouveau, on a une durée qui est plutôt sur le moyen au long terme et une liquidité qui va, elle aussi, être faible. Je réitère, c'est intéressant parce que ces classes d'actifs-là ont une liquidité qui est faible, mais on voit de plus en plus de changements dans le secteur avec des stratégies evergreen sur lesquelles on échangera un peu plus tard qui permettent d'apporter de la liquidité.
Si on regarde maintenant le marché des non-cotés et pourquoi on s'y intéresse, c'est une bonne question parce que si on regarde les chiffres, il y a eu un vrai essor des montants investis en private equity en France. Donc là, vous le voyez sur le graphique, autour des années 2000, on était sur des montants investis qui étaient à 5 milliards. Et là, on a atteint 135 milliards d'euros en 2025. Le pic a été atteint euh, un peu plus tôt en 2021, mais on voit vraiment que le marché global du private equity représente 135 milliards d'euros maintenant, et on a eu 26 milliards de nouveaux investissements par rapport aux années précédentes, et donc ça représente une hausse de 16%. Ce qui est intéressant sur le graphique qui vous montre chaque année combien est investi, c'est aussi que nous, chez Ramify, on s'intéresse fortement à la problématique des actifs non cotés et de comprendre en fait quelles sont les positions des épargnants et des Français par rapport à cela. On a un sondage, le baromètre, qui nous indique que les Français comprennent de mieux en mieux ce secteur et les avantages qu'Eman détaillera d'avoir cette allocation dans un patrimoine global. Mais aussi, chez Ramify, on va avoir notre indice propriétaire qu'on suit depuis un certain nombre d'années, qui est le Ramify Private Equity Index, et qui va nous permettre de regarder les performances de ce secteur de façon régulière pour pouvoir les analyser. Eyman, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur la construction de cet indice et aussi sur la performance de cet indice sur les dernières années? Bien sûr, Louise. Alors, pour le RPEI, c'est un acronyme pour le Ramified Private Equity Index. C'est un indice qu'on a lancé en 2022 à Ramify. Depuis le lancement de Ramify, on a été intéressé par la classe d'actifs de private equity et comment on pourrait potentiellement l'inclure dans une allocation cross asset class, donc globale, avec des actifs liquides, actions et obligations. Donc c'était important d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui est disponible pour les investisseurs en France. Faute de moyens, on n'avait pas trouvé d'indice qui donnait de manière pertinente la performance des indices des fonds de private equity qui sont disponibles aux investisseurs en France. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un indice pour pouvoir suivre la performance trimestriellement des différents fonds disponibles pour les clients en France. Pour le moment et à date, sur la performance au terrain 2025, on a une performance depuis le lancement de l'indice annualisée de 5,8%, comparé à une performance à 5,2% pour le marché action, ici représenté par le MSCI World qui représente l'investissement global au monde. Ce qui fait une surperformance, ce qui montre que la performance de cette stratégie-là, elle est intéressante et qu'il est pertinent potentiellement de l'inclure dans une allocation globale. Et comment tu expliques cette surperformance du private equity par rapport au marché coté? Je pense qu'il y a plusieurs indicateurs sur cette partie-là. Le premier indicateur, c'est qu'en général, euh, sur la partie private equity, on a principalement des gestionnaires qui vont suivre l'entreprise et ils vont être beaucoup plus actifs pour accompagner l'entreprise potentiellement pendant des périodes de crise, pendant des périodes où c'est un peu difficile, notamment fin 2022 où on a eu une inflation galopante, des taux d'intérêt qui augmentent pour un peu abaisser l'inflation, ce qui était problématique pour à la fois le marché action et obligataire, ce qui était un peu moins pour le marché private equity au vu principalement des efforts et des accompagnements qui étaient faits par ces gestionnaires-là pour accompagner activement les entreprises investies et ne pas investir de manière passive. Ouais, je pense que c'est très important ce que tu dis et très intéressant parce que c'est vrai que dans les actifs non cotés, on va réellement investir dans l'économie réelle et en plus, on va combiner ça à des investissements sur le temps long. Donc, ces investissements-là ont des durées de vie qui sont plus longues que parfois ce qu'on peut avoir sur quelqu'un qui va faire du trading sur une action comme Amazon ou Renault ou une autre. On va juste l'acheter et la revendre. Là, on ne peut pas nécessairement sortir aussi rapidement d'une participation dans une entreprise. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai alignement des intérêts sur le temps long et une vraie volonté de venir ajouter de la valeur sur ces stratégies sur le long terme. Exactement. Est-ce que tu pourrais peut-être, et je pense que c'est lié à la prochaine slide, nous parler un peu plus de l'intérêt d'avoir des actifs non cotés dans un patrimoine global, les recommandations qu'on fait sur les proportions dans un patrimoine classique d'un Français et aussi
Quels sont les différents niveaux de risque de ces stratégies? Bien sûr. Alors, dans cette slide-là, l'idée, c'est de présenter deux éléments, le rendement et le risque, pour différentes classes d'actifs. On présente principalement en axe d'abscisse le risque qu'on a présenté en termes de volatilité des rendements sur les derniers 25 ans pour les différentes classes d'actifs. Et en ordonnée, on a le rendement annualisé historique sur les différentes classes d'actifs. Ce qu'on regarde notamment, c'est que si on prend la partie action cotée qui est représentée par le MSCI World, qui représente des, des entreprises dans les pays développés principalement, on est sur une performance en moyenne d'environ 10% annualisée, contre un risque en termes de volatilité à environ 15%. Si on fait la parallèle avec le private equity notamment, on est plus sur une performance environ 14%, avec un risque inférieur à 10%. Ce qui montre que d'un point de vue ratio rendement-risque, on a un ratio rendement-risque très intéressant sur la partie private equity. Et à partir du moment qu'on a un ratio de rendement-risque très intéressant sur une classe d'actifs, d'un point de vue construction de portefeuille global, ça devient très intéressant d'inclure cette classe d'actifs-là. Donc il y a ce premier point-là qu'on présente ici. Le deuxième point, c'est que historiquement également, on a une volatilité modérée entre le private equity et les marchés cotés, ce qui donne également un autre point positif pour potentiellement l'inclure dans un portefeuille global. Donc c'est principalement ces deux éléments-là qui nous permettent de dire que c'est intéressant d'inclure cette classe d'actifs-là. Ceci dit, bien sûr, lorsqu'on prend en compte les différents éléments sur chaque classe d'actifs, on a certainement le rendement annualisé, le risque, mais on a également la liquidité, d'autres considérations, ce qui fait qu'en général, dans nos recommandations, on ne recommande pas d'investir plus que 20% sur la partie private equity dans un portefeuille global. Si je fais un point un peu additionnel par rapport au private equity, même en dette privée, ce qui est intéressant à prendre en compte également, c'est qu'on a un peu un changement de structure d'un point de vue investissement. C'est que historiquement, si on regarde pendant les années 2000, au début 2000, une entreprise en moyenne, il passait 3 ans avant de rentrer en bourse. Et lorsqu'il rentre en bourse, potentiellement, il va rentrer dans des indices comme le S&P 500, le MSCI World, le CAC 40. Donc, ce qui permettrait à l'investisseur de pouvoir investir dans le marché coté dans cette entreprise-là et pouvoir profiter de la performance qui a été réalisée. Aujourd'hui, on est plutôt sur des temps longs, supérieurs à 10 ans, ce qui fait que, par défaut, lorsqu'on investit dans le marché, on a une grande partie des entreprises qui sont encore privées, qu'on n'arrive pas encore à capter sa performance. D'un autre parti, si on regarde d'un point de vue chiffre globalement dans le monde, si on fait un focus principal sur les entreprises qui génèrent des bénéfices supérieurs à 100 millions de dollars, la répartition, elle est de 85% dans le marché privé. C'est des entreprises qui sont privées, qu'on n'arrive pas à captiver lorsqu'on investit dans le marché coté et qui sont principalement captées par des fonds de private equity qu'on devrait potentiellement les prendre en compte dans nos allocations globales pour pouvoir avoir une exposition à plusieurs marchés, diversifier son exposition et potentiellement avoir un meilleur ratio rendement-risque. Ouais, et c'est très vrai, en fait, l'opportunité, dans les actifs non cotés, elle est beaucoup plus large et le marché, il est beaucoup plus profond, c'est ce que tu dis. Heu, Parce que dans le CAC 40, il y a 50 entreprises, dans le S&P 500, il y a 500 entreprises et là, on a, des centaines et des milliers et des millions d'entreprises, en fait, qui sont, disponibles à l'investissement. Donc ça permet aussi de faire des choix pour ces gérants et d'avoir un vrai univers d'investissement sur lequel se déployer. Bien sûr. Hem, Peut-être, je pense, avant de rentrer un peu plus en détail sur, la méthode de sélection des fonds, c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'on peut investir, en private equity. Parce que, et c'est un bon point, c'est, historiquement, c'était, les actifs non cotés étaient plutôt réservés, à des patrimoines importants. Avec voilà, certaines stratégies qui disaient, voilà, vous pouvez investir dans mon fonds, mais le montant minimum d'investissement, il sera de 5 millions. Il y a eu une évolution importante et donc il y a plusieurs façons d'investir dans les actifs non cotés en tant que particulier. Vous les avez là sur cette slide. La première façon et la plus évidente, évidemment, c'est d'investir en direct. Donc là, vous allez investir dans un fonds de private equity, de private debt, d'immobilier ou d'infra, et vous allez avoir accès à un assez large choix de solutions et de véhicules qui sont commercialisés en France. Euh,
Le sujet ici, c'est que, donc là, les montants minimums, ici, on a mis que le ticket élevé était souvent élevé. On va avoir des tickets, en effet, à 100 000 euros, mais on va avoir aussi des stratégies, et on en propose chez Ramify, avec des montants d'investissement autour de 10 000 euros. Mais le sujet principal de l'investissement en direct à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas d'optimisation fiscale associée. Vous allez être fiscalisé à la flat tax, qui est la fiscalité standard, parce qu'on ne va pas venir loger cet investissement dans une enveloppe qui a une optimisation fiscale. Ce sera similaire avec le CTO. Le compte titre va permettre d'avoir accès à un univers d'investissement très large, une souscription qui est simplifiée, mais à nouveau, on a une fiscalité qui peut être moins optimisée. Les deux autres options pour lesquelles investir en tant que particulier, vous avez l'assurance vie française, où là, la fiscalité est optimisée. Vous avez un abattement sur les gains après 8 ans. Le point négatif de l'assurance vie française, c'est que vous allez avoir des restrictions. Tous les fonds de private equity, de private debt ou de real assets ne sont pas disponibles en assurance vie française et il y a des limitations qui sont imposées. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir une assurance vie française qui va avoir 100% de private equity. Alors que si vous investissez en direct 100 000 euros, vous pourrez avoir un fonds de private equity dans lequel vous investissez. Si vous faites une assurance vie française dans le but d'avoir du private equity dedans, le private equity représentera un pourcentage plus faible de votre enveloppe globale. La dernière solution, c'est l'assurance vie luxembourgeoise qui, elle, propose une architecture ouverte, donc avec un certain nombre de fonds qui ne sont pas toujours nécessairement commercialisés en France. Et c'est un accès à des fonds de qualité institutionnelle à travers les différentes enveloppes et les différentes façons d'investir. Et l'assurance vie luxembourgeoise, un des éléments qui est une contrainte, ça va être le ticket d'investissement, qui va généralement être supérieur à 250 000 euros. Mais avec 250 000 euros, on peut avoir une allocation en portefeuille assez importante de private equity. Ces enveloppes existent et ces supports sont là parce qu'ils vont être utilisés en fonction de vos objectifs. Et c'est pour ça que c'est important. Chez Ramify, on a des équipes de conseillers qui vont comprendre vos besoins, savoir si on est dans une optique de transmission, si on est dans une optique de génération de capital ou de génération de revenus complémentaires. Et en fonction de vos objectifs, on va sélectionner pour vous l'investissement et l'enveloppe qui vous paraît la plus pertinente. Donc notre travail, il se fait à 2 niveaux. Ça va être un travail de sélectionner l'enveloppe qui est la plus adaptée et ensuite tout un travail de sélection des fonds de qualité institutionnelle pour que vous soyez exposé aux fonds les plus performants du marché. Comme je disais auparavant, on a accès à un catalogue de plus de 50 fonds qui est l'offre la plus large du marché sur les actifs non cotés et ça nous permet vraiment d'avoir une offre qui est extensive et qui va venir répondre à vos questions et à vos besoins d'investissement. Maintenant qu'on a fait le point sur comment définir les actifs non cotés, mais aussi en tant que particulier, et je rappelle, en tant que particulier, c'est évidemment personnes physiques, mais aussi les personnes morales, parce qu'il est tout à fait possible pour des sociétés d'investir en direct, en private equity ou via des comptes titres. Maintenant qu'on a fait le point là-dessus, je pense que ce serait intéressant de mieux comprendre et que tu nous expliques plus en détail comment fonctionne exactement, quelle est la mécanique des stratégies non cotées. Bien sûr, Louise. Pardon. Avec plaisir pour expliquer cette partie-là. Peut-être le premier point avec lequel je commencerai, c'est comprendre principalement moi en tant qu'investisseur. Si je souhaite investir en private equity parce que je pense que c'est une classe d'actifs performante, très intéressante, comment je procéderai. Donc, ce qui se passe en général, c'est que je vais m'adresser à un GP. Si moi, en tant qu'investisseur, je m'appelle un limited partner, un LP, je vais m'engager à investir un certain montant de mon patrimoine dans un fonds qui a été créé et géré par un GP. Le GP, en général, c'est une société de gestion, une équipe de gestion qui a une thèse d'investissement claire et précise, qui a un track record des investissements réalisés dans le passé et qui va arriver potentiellement à me convaincre d'investir à leur côté.
Si j'accepte dans un premier temps d'investir à côté de ce GP, je prends un exemple d'un fonds, par exemple, qui est lancé par une autre société de gestion, par exemple, euh, Eurazeo. Eurazeo, ils vont lancer un fonds en secondaire ou en dette privée. Donc, j'accepte d'investir à côté de la société de gestion sur ce fonds en particulier. Ce qui va se passer après, c'est que à partir du moment que j'ai accepté, je m'engage. Il s'agit d'un commitment, c'est un engagement pour investir, par exemple, un montant de 100 000 euros. Ce qui va se passer, c'est que derrière l'équipe de gestion, il va aller chercher et identifier des opportunités d'investissement qui sont alignées, bien sûr, avec la thèse d'investissement qui a été discutée au moment où j'ai décidé d'investir. Et dès qu'il arrive à trouver une thèse, une opportunité d'investissement qui est intéressante, ils vont faire un appel de fonds, me demander par exemple d'envoyer un montant qui est 20% de mon engagement pour pouvoir financer l'investissement. Et ils vont un peu suivre cette partie-là pendant en général 3 4 ans. Donc, une fois la partie investissement est finalisée, ce qui se passe, c'est que le GP, en l'occurrence ici Eurazeo, ou l'équipe de gestion de la partie secondaire de chez Eurazeo, ils vont accompagner et suivre les différents investissements pour arriver à créer de la valeur. Et après, dès qu'ils arrivent à trouver un chemin de sortie pour pouvoir sortir de leur investissement, ils vont distribuer les résultats aux différents LP dont je fais partie en tant que, en tant qu'investisseur. Donc c'est un peu ça, un peu le schéma qui arrive en général, c'est qu'on investit, il y a des appels de fonds qui arrivent pour financer les investissements. Entre-temps, pendant une période de 4 5 ans, le GP il est en train d'accompagner l'entreprise pour arriver à améliorer ses résultats, pour pouvoir sortir à un meilleur multiple et me distribuer après les résultats. Donc toute cette partie-là, si on la regarde d'un point de vue schéma ou d'un point de vue Excel, si on devait le voir comme ça, on va avoir des appels de fonds, des distributions. Donc on pourrait avoir un schéma ou un cash flow euh, pendant chaque année. Et à partir de ça, on pourrait avoir plusieurs métriques pour analyser la performance qui a été réalisée. On peut parler ici du taux de rendement interne où c'est un rendement un peu annualisé pour comprendre la performance qui a été réalisée en pourcentage par an, le multiple qui a été réalisé pour un peu avoir sur mon investissement, par exemple, 200 000 euros, j'ai pu générer combien, ce qui me donne un peu une meilleure idée sur la performance de ce fonds-là. Si on passe un peu à la slide suivante, pour un peu comprendre les différents strates qui arrivent, on a parlé un peu de secondaire, mais on l'a pas forcément expliqué. Donc, on a principalement 4 méthodologies, si on peut le dire comme ça, ou typologies de fonds. On commence par le plus classique, qui a été lancé au tout début de lancement de la classe d'actifs. Ça fait maintenant plus de 60 ans aux US dans un premier temps, puis ça est arrivé en Europe et maintenant ça se développe dans les pays émergents. Donc, sur la partie primaire, on va investir à côté d'un GP qui, principalement, va investir dans des sociétés. Il va les accompagner selon la manière avec laquelle il a investi et il va après penser et tracer un chemin d'exit pour pouvoir avoir des distributions qu'il va partager après aux différents investisseurs. Donc, ça, c'est un peu le premier point. Le deuxième point, je commencerai peut-être par la partie co-investissement. Si je reviens un peu sur la partie primaire, on peut donner quelques exemples, notamment Equity. Equity, c'est un GP suédois qui est là depuis plus de 30 ans, qui est troisième GP mondial euh, au monde et premier en Europe, avec un asset under management qui est supérieur à 400 milliards. Donc Equity, il va investir principalement dans des sociétés, les accompagner, essayer de créer de la valeur et puis faire des sorties. Idem de manière similaire sur Carlyle, qui est par exemple acteur sur la partie crédit en Europe. Morgan Stanley également sur la partie crédit. Donc, c'est des acteurs qui vont accompagner principalement des entreprises, investir à leur côté, soit en tant qu'actionnaire, soit en tant que créancier en dette, et les accompagner dans la mesure de possible selon leur investissement et également tracer un chemin de route pour pouvoir distribuer les résultats à l'investisseur pour qu'il puisse investir dans le prochain fonds. De manière un peu similaire, mais un peu différent, on a la partie co-investissement. Donc, on pourrait avoir plusieurs GP, notamment Equity, qui va investir dans des sociétés, mais faute de moyens, il va potentiellement essayer de co-investir avec d'autres GP sur le même deal. Donc, on pourrait avoir un Andera, par exemple, ou un Opal Capital, qui pourrait, par exemple, co-investir avec d'autres GP sur des deals, ce qui apporte une diversification accrue d'un point de vue d'exposition à différents GP. Parce qu'à chaque fois qu'on investit à côté d'un GP, on a un risque
parce qu'on s'expose principalement à la gestion du GP. Et si la gestion n'est pas au niveau, ça peut être risqué pour le capital investi. D'où l'idée, c'est d'arriver à avoir une diversification accrue en apportant la diversification des différents GP ou General Partner à côté desquels on investisse. Et le troisième point, c'est la partie fonds de fonds. Là, on a un GP qui est principalement une thèse d'investissement de choisir les meilleurs fonds et d'avoir une construction de portefeuille qui est optimisée. Et dans cette partie-là, on a principalement le GP qui va investir à côté d'autres fonds primaires, ce qui apporte une diversification accrue parce que cette fois-ci, on investit dans tout le fonds et qu'on n'investit pas forcément juste sur quelques transactions, ce qu'on fait sur la partie co-investissement. Et sur cette partie-là, on pourrait parler de Pécan, notamment sur la partie fonds de fonds, pour la partie de Deltarock et d'autres acteurs qui sont connus en France pour travailler sur cette thématique-là. La dernière partie, qui est un peu la partie la plus connue récemment au vu du contexte macro, c'est la partie secondaire, qui a une partie un peu différente, qui prend de plus en plus d'essor dans le monde et dans le marché du private equity, qui consiste en général et historiquement à racheter des parts d'un fonds en cours de vie. Donc, dans cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on va investir dans une équipe qui a une expertise de pouvoir mieux acheter des parts dans des fonds qui sont déjà lancés. L'idée ici, c'est d'arriver à mieux pricer et d'arriver à avoir une meilleure valorisation des investissements qui sont déjà réalisés dans le fonds pour acheter à la bonne valeur. En général, c'est des parts qui s'achètent à un discount entre 15 et 20% selon les stratégies, mais en général, c'est entre 15 et 20%. Et l'idée principale, c'est qu'à partir du moment qu'on a racheté ces parts-là, on a une première performance qui vient du fait qu'on a un discount, et après une deuxième performance qui vient du fait que le fonds dans lequel on a investi, il se valorise, ses valorisations s'améliorent au fil des temps, et ce qui donne une performance additionnelle sur la partie appréciation de la valeur. Historiquement, c'était principalement, j'ai dit, cette partie-là qu'on appelle LP-led, parce que c'est principalement l'investisseur qui est là, qui souhaite vendre son exposition à un fonds de private equity pour plusieurs raisons, pas forcément pour les mauvaises. Si on prend par exemple un exemple très marquant et très récent, c'est 2022, où après la période Covid et toute la performance qu'on a pu réaliser, notamment sur le marché coté en 2021, on a une inflation galopante, on augmente les taux d'intérêt. Augmenter les taux d'intérêt directeurs, ça a un impact mécanique à la fois sur le marché action coté et l'obligataire coté, qui ont tous les deux dévissé d'environ 20%. Bon, face à cette situation-là, en général, toutes les instituts, fonds de pension, assureurs, dans leur gestion, ils ont des règles strictes. Et le problème, c'est que, au vu que le private equity, il a pu résister comparé à la partie action et obligataire, on a un peu un effet dénominateur, ce qui est donné que la partie private equity dans l'allocation globale de ces instituts, il a augmenté significativement, ce qui fait qu'il y avait besoin de la rabaisser. Et vu qu'on est principalement sur des actifs qui ne sont pas liquides, l'idée est de chercher la liquidité. C'est là où le marché secondaire il a également pris une grande partie du marché. Et ce qui a permis à plusieurs institutionnels de vendre des parts de private equity, de dettes privées et d'infrastructures à des fonds secondaires pour pouvoir garder les ratios réglementaires qu'ils ont d'un point de vue exposition, d'un point de vue portefeuille global. Donc c'était un peu principalement la partie qui est connue, qui a jusqu'à fin 2022 eu 80% du marché. À partir de fin 2022, et avec les conditions macro qui ne sont pas forcément très favorables pour les sorties, il y a plusieurs GP qui ont lancé des fonds, notamment en 2015, qui se trouvent maintenant face à une situation un peu délicate dans le sens que il faudrait arriver à vendre, par exemple, une boîte. Ça se trouve que c'est un peu la boîte ou l'entreprise star qui ne veut pas vendre dans ces conditions-là, parce que la boîte, c'est une star, mais juste les conditions ne sont pas forcément optimisées. L'idée, c'est d'arriver à trouver un peu un fonds de continuation qui permettrait de rester quelques années encore le temps que les taux d'intérêt baissent réellement et les conditions deviennent meilleures. Et pour cette fois-ci, les secondaires aient également à trouver une solution euh, pour accompagner ces GP-là, pour pouvoir échanger euh, la part avec les LP déjà existants qui souhaitent sortir. Donc, c'est principalement sur la partie secondaire de strat global. LP-led, c'est lorsque l'investisseur souhaite vendre sa part. Et GP-led, c'est lorsque le GP lance une opération pour faire du secondaire et pour pouvoir sortir ses investisseurs historiques et rentrer un nouveau acteur qui est prêt pour investir dans la boîte parce qu'il a investi principalement la transaction et parce qu'il est à l'aise avec les fondamentaux de la transaction.
Et juste pour rappeler, pour, toutes, les personnes qui regardent, le webinaire, GP, du coup, c'est General Partner. Ça va être, par exemple, sur les différentes stratégies que vous avez sur la slide, ça va être la personne qui gère le fonds de Carlyle, de Andera ou autre. Et Limited Partner, c'est vous, l'investisseur. C'est-à-dire que, vous êtes le limited partner. Donc c'est pour ça qu'on utilise GP et LP souvent. Vous entendrez ce mot dans, la, notre présentation. Et on a une question qui, je pense, est intéressante parce qu'on a un certain nombre de gérants qui sont à l'écran, qui sont des partenaires avec lesquels on travaille. Et la question porte sur les entreprises concernées, si elles sont principalement françaises ou européennes. Euh, on a une offre qui est globale. Donc, en fonction de la stratégie, en fonction de l'expertise de notre partenaire, on peut avoir des fonds qui vont être spécialisés sur un secteur, celui de la santé en Europe, ou alors un autre secteur, ça va être celui de la tech aux États-Unis. Et donc, on arrive à avoir une offre qui est extrêmement globale, qui est mondiale, et qui va naturellement avoir des expositions plus importantes aux États-Unis et en Europe, parce que c'est là qu'on a le plus d'opportunités pour les general partners et qu'on voit le marché le plus profond. Euh, donc juste sur cet élément-là, on a du coup une exposition géographique globale. Je pense que lié aux entreprises, ce serait intéressant de comprendre aussi comment les fonds peuvent s'exposer en fonction de la maturité des entreprises sous-jacentes. Bien sûr, lui, c'est exactement la slide suivante euh, que je, que je vais défiler. Bon, si on fait un focus principal sur la partie primaire, parce que c'est les fonds qui vont investir dans des entreprises directement, on a trois manières de s'exposer à des entreprises. C'est des entreprises qui sont à des stades différents. On peut parler du capital risque, venture capital, VC, où on va apporter des capitaux pour financer une société qui a été créée récemment, une société jeune qui n'a a priori en général n'est pas rentable, qui veut créer, trouver un peu son marché pour arriver après à faire de l'expansion et potentiellement devenir rentable et mature. Donc en général, c'est des fonds qui vont investir au vu du risque parce on a beaucoup d'aléatoires qui puissent arriver entre l'étape où on passe à l'expansion ou à l'étape où on devient rentable et mature. Donc très logiquement, les fonds qui font du primaire en VC, en général, ils vont avoir dans le portefeuille du fonds environ entre 20 et 40 sociétés pour diversifier au maximum le risque d'exposition. On vient un peu sur la partie développement, capital développement, ce qu'on appelle du growth equity. Là, c'est un peu différent parce qu'on va prendre des participations minoritaires dans des entreprises qui sont un peu passé le cap du capital risque, qui cherchent plutôt à faire une expansion, notamment une entreprise européenne. On pourrait donner l'exemple de Doctolib, par exemple, Mm. qui cherche un peu à avoir une exposition dans toute l'Europe, qui est déjà un modèle qui marche très bien en France et qui a vocation d'avoir une exposition européenne, potentiellement après mondiale, pour arriver à passer le cap suivant pour devenir une entreprise rentable et mature. Le troisième point, c'est la partie principalement capital transmission. Là, on a principalement des entreprises qui sont rentables, des entreprises qui sont matures. Et l'idée ici, c'est qu'on prend une participation majoritaire pour qu'on puisse avoir le maximum d'impact. Donc, qui dit participation majoritaire, au vu de la taille de fonds, on va investir plus dans chaque société. Donc, on va avoir moins de sociétés. Sur la partie buyout, dans un fonds de buyout typique, on est en général entre 8 et 15 transactions dans le fonds. L'idée ici, c'est que pour chaque fonds, c'est d'arriver de un à choisir sur la partie capital transmission notamment les meilleures entreprises selon sa thèse d'investissement, arriver à les accompagner ce qui est possible parce qu'il a un contrôle majoritaire de l'entreprise et arriver également à tracer un chemin d'exit qui peut prendre plusieurs formes. On a mis quelque part, on a mis dans la slide suivante quelques éléments, notamment introduction en bourse. Ça peut partir par ce chemin-là qui était un peu le chemin voulu par toutes les entreprises. À l'époque. Exactement. Ça marche encore récemment, beaucoup moins. Je suis Ouais. d'accord au vu du contexte macro, mais ça marche encore. Bah, il y a un exemple notamment de Figma qui a, qui a une entreprise experte en logiciel qui met à disposition un logiciel utilisé principalement par les équipes de design et de product qui est rentré récemment en bourse. L'exemple du Klarna, le champion suédois qui est rentré en bourse très récemment
également. Il y a également un autre chemin un peu de sortie, c'est qu'en général, on pourrait également vendre l'entreprise à un acteur stratégique qui identifie des synergies possibles avec l'entreprise et qui souhaite l'ajouter soit de manière verticale, soit de manière horizontale à son offre. Ici, idem, il y a plusieurs exemples un peu historiques. Parmi les exemples un peu intéressants, c'est au moment où notamment Microsoft avait racheté LinkedIn pour environ 26 milliards de dollars. C'est un exemple un peu qui montre un chemin de sortie pour une entreprise d'être rachetée par un acteur stratégique qui identifie des synergies pour arriver à rentrer dans un pays, dans un nouveau pays ou avoir une exposition géographique ou amélioration de son offre de produits. Le troisième point, ce qui arrive le plus souvent, c'est le fait que l'entreprise, en général, il va être racheté par un nouveau fonds qui va, qui va l'accompagner pendant une période pour être racheté par un autre fonds, ce qui peut arriver notamment à Picard, si je me trompe Oui. pas. Euh, c'est un chemin de sortie également envisageable qui permet au fond de pouvoir trouver un chemin de sortie et de distribuer les dividendes. Et le dernier point qui peut également arriver, c'est que le management de l'entreprise en question puisse prendre après contrôle de l'entreprise et fait sortir le fonds de private equity. Donc c'est principalement ces quatre chemins qui sont un peu connus sur cette partie-là de sortie que le GP a priori en tête dès l'investissement pour pouvoir accompagner au mieux et trouver la méthode la plus simple pour créer de la valeur de un et de 2 créer de la valeur tangible en euros et pas en performance papier pour l'investisseur final. Et ce qui est important, du coup, c'est que en tant qu'investisseur, pourquoi ces différents éléments sont importants et les différentes sorties, c'est parce que en fait, vous, ça va se transformer sous forme de distribution. Et au départ, on va appeler votre capital et ensuite, lorsqu'on a fait une sortie, on va rendre ce capital. Et je pense que c'est pas mal si on passe un peu de temps à essayer de comprendre comment fonctionnent les fonds de private equity en termes de liquidité, les fonds traditionnels et aussi les nouvelles stratégies. Donc, si tu pouvais nous en toucher deux mots rapidement. Bien sûr. Bien sûr. Bah, là, on parle principalement d'un fonds. On reste toujours sur le cas classique. C'est pour ça que j'ai essayé un peu de montrer le cas classique qui est j'identifie un GP, un General Partner, une société de gestion qui a une thèse d'investissement qui est adaptée avec mon besoin ou que j'estime qu'elle est intéressante d'un point de vue performance ou d'un point de vue valeur d'investissement. Une fois que je l'ai identifié, le GP il va faire des appels de fonds progressivement, investir l'argent appelé dans des entreprises ou identifiées, accompagner les entreprises identifiées pour pouvoir faire après une sortie. Donc, on a une première période des capitales, des appels de fonds, des appels des capitaux. Après ça, on a une période de déploiement du capital où on va investir l'argent dans ces entreprises-là. Et pendant cette période-là, le GP il est également en train d'améliorer les différents KPI des entreprises dans lesquelles il a investi pour pouvoir assurer avec une grande probabilité sa sortie. Et après, il y a une partie, un peu une période de désinvestissement où on commence un peu à recevoir des distributions sur quelques sorties qui se réalisent. Et petit à petit, de proche en proche, que le GP arrive à trouver des chemins de sortie pour les différents boîtes qu'il a accompagnées. Ce qui est important ici à noter, c'est que pendant la première période, les 3 premières années où le GP il est en train d'identifier des entreprises, il est en train de prendre des frais de gestion parce qu'il fait un travail. Son travail, c'est de chercher, d'identifier des deals, faire de la due diligence sur les deals, accepter ou non, faire des comités d'investissement. Donc, c'est un travail. Pour ce travail-là, il prend des frais de gestion pendant les premières 3 ans, alors que très naturellement, le fonds n'a pas encore investi la totalité des investissements, ce qui fait que pendant le lancement du fonds, on a une période qu'on appelle un peu la courbe en J, c'est que on n'a pas de création de valeur, tout simplement parce que le GP est en train de chercher des entreprises dans lesquelles il va investir, mais par contre, d'un autre côté, on a des frais qui sont payés par le fonds pour le travail que le GP fait, ce qui fait que la performance en général, elle est négative, ce qu'on peut voir dans le fonds, et à partir de l'année 3 à 4, on commence un peu à avoir le point d'inflexion, où les entreprises dans lesquelles il a investi, ils commencent à montrer les revalorisations alignées avec l'accompagnement que le GP a pu faire et pour arriver petit à petit après à sortir et à cristalliser ces plus-values en plus-values tangibles au vu des sorties et arriver à créer de la valeur pour le client. Donc, c'est un schéma qui est un peu différent par rapport à tout ce qu'on pourrait voir lorsqu'on investit historiquement dans les marchés cotés,
Si j'investis sur un produit qui me donne une performance du S&P 500, depuis le premier jour, j'investis dans le produit. Le lendemain, j'ai la performance du S&P 500. Ce qui est un peu différent par rapport à ce schéma-là, où on va avoir quand même une période de 2, 3, 4 ans maximum pendant laquelle le GP est en train d'identifier les meilleurs deals et investissements. Et pendant cette période-là, il y a des frais qui se prennent en compte, mais il n'y a pas forcément de la performance qui se cristallise, ce qui fait un peu un différentiel. Bien sûr, sur cette partie-là, c'est pas forcément quelque chose d'anodin. Si on est sophistiqué, si on est un investisseur qui a à la fois la sophistication et les capitaux pour pouvoir accepter d'avoir cette période-là pendant les 3 premières années, et après, à partir de la 5e année, avoir une sophistication pour recycler les distributions, le remettre dans des fonds, pour faire retravailler l'argent de manière un peu dynamique, ce qui pourrait permettre d'éviter ou de réduire au maximum l'impact de la courbe Ponzi. Ce qu'on devrait potentiellement voir dans la slide, parce que c'était exactement parmi les points qui étaient compliqués pour les investisseurs, principalement retail et professionnels avertis, c'est que la gestion des appels de fonds, la courbe Ponzi, et l'idée c'était d'arriver à trouver un schéma où on reproduit la qualité institutionnelle, la sophistication d'un institutionnel pour recycler les distributions dans un fonds et que le client final puisse investir dès le premier jour dans un portefeuille déjà construit et qu'il puisse réduire un peu au maximum l'impact de la courbe. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans la slide suivante. Si on compare principalement trois types de fonds, donc on prend un fonds de buyout parce qu'il s'agit d'investissement qui représente environ 80% du marché du private equity, un fonds classique, donc on s'expose principalement à un seul gérant, donc on n'a pas de diversification de gérants. On s'expose principalement à un fonds qui a été lancé par exemple en 2022. On n'a pas de diversification de millésime. En général, le GP il sera amené à appeler l'argent de manière progressive. Donc, on a une structure d'appel de fonds à gérer euh, par nous. Et après, d'un point de vue déploiement, comme on l'avait déjà bien dit, c'est environ de 3 à 4 ans pour pouvoir déployer l'argent. Et on est dans une situation où l'argent est illiquide pendant en général 8 à 10 ans, sauf s'il y a des prorogations qui peuvent Oui. aller jusqu'à 12-13 ans. Et ça, c'est important de le noter parce qu'on a eu une question justement liée à ça. Lorsque vous faites un engagement dans un fonds de private equity qui est un fonds fermé, vous avez votre capital qui va être bloqué pendant cette durée-là. Mais ce qui est important de noter, c'est que vous allez avoir les appels de capitaux au début et au bout d'un certain nombre d'années, à peu près au bout de la 5e année, en moyenne, vous avez quand même des distributions. Donc, vous avez de la liquidité qui revient. On ne vous rend pas tout le capital juste au bout de 10 ans. Bien sûr. Et ce qui est un peu le point un peu différent, parmi un peu les innovations qu'on a pu voir sur le marché du private equity, c'est qu'on commençait à avoir des fonds de fonds. Des fonds de fonds qui, certes, permettent un peu d'adresser un point, c'est la partie diversification des gérants. Ça permet d'avoir une exposition à plusieurs gérants pour réduire un peu le risque choix de gérant. D'un point de vue millésime, ça ne résout pas forcément le point. On n'a pas de diversification des millésimes. D'un point de vue flux de trésorerie, on a toujours besoin d'arriver à gérer les appels de fonds. Et d'un point de vue déploiement, c'est similaire, 3 à 4 ans, avec la même structure de liquidité comparée à un fonds classique. Le troisième point, c'est un peu l'innovation qu'on a pu voir durant les dernières années. Certes, qui a été lancé par plusieurs sociétés de gestion, ça fait maintenant 20 ans, mais qui maintenant commence à prendre plus d'essor parce que ça devient, avec ce qui s'est passé notamment en 2022, où les instituts se trouvaient un peu bloqués parce que leur exposition private equity n'était pas à l'aise avec la partie réglementaire, ça devient de plus en plus une partie importante. C'est des fonds evergreen, c'est des fonds qui vont permettre, c'est une structure un peu ouverte, on peut rentrer et investir à tout moment, sortir également en général avec une liquidité trimestrielle sous condition. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on pourrait investir dans un fonds qui est déjà constitué. Donc, on a un seul flux unique à faire. Parce qu'on investit dès le premier jour. Et à partir du lendemain, mon argent commence à travailler dans un portefeuille déjà construit. Un portefeuille qui est construit en investissant en général avec plusieurs gérants. Si on parle ici d'un fonds evergreen de plusieurs gérants, mais ça peut être également un seul gérant, et un fonds principalement qui investit à travers plusieurs millésimes. Parce que dans le fonds evergreen, on va trouver plusieurs investissements qui étaient réalisés à des périodes différentes. Lorsqu'on investit dans des périodes différentes, on a des conditions de marché différentes, donc on peut vraiment atténuer l'impact et le risque du millésime. Parce que on peut être un peu le meilleur sélectionneur de fonds de private equity. Le risque de millésime, c'est pas quelque chose qu'on pourrait éviter parce que chaque année a ses conditions macroéconomiques. Et l'idée, c'est d'arriver à diversifier au maximum
le choix des millésimes pour atténuer cette performance qui peut impacter négativement le fonds. Donc, nous, ce qu'on a regardé un peu, si on revient un peu à la partie RPEI, c'est une analyse qu'on a pu voir, c'est parce que le RPEI, le Ramified Private Equity Index, c'est un indice qui nous permet de donner une idée sur la performance globale du marché private equity, sur plus de cinquantaine de fonds qui ont un encours supérieur à 8 milliards, mais qui nous permet également d'avoir des sous-catégories, des sous-indices pour comparer la performance qu'un fonds de buyout primaire a fait, la performance d'un fonds de dette privé a fait, la performance d'un fonds de growth equity a fait, et également la performance d'un fonds evergreen, de tous les fonds evergreen qui sont disponibles à l'investissement par les retail versus l'indice global. Donc, ce qu'on a pu regarder, c'est que depuis le lancement début 2022, on est sur une surperformance en moyenne des fonds evergreen sur 70% des trimestres depuis début 2022 jusqu'à T1 2025. Ce qui montre un peu l'efficacité de cette classe d'actifs-là, surtout pour des investisseurs qui n'ont pas la sophistication pour pouvoir gérer et recycler les distributions. Merci. Juste consciente qu'on a un certain nombre de questions Bien sûr. qui sont arrivées et qu'on arrive presque au bout du temps imparti. Peut-être rapidement, juste pour finir sur ces éléments, est-ce que tu pourrais nous expliquer en 2 mots? Alors, on a un document qui va résumer la méthode de sélection des stratégies, mais comment l'équipe sélectionne des stratégies et comment l'équipe construit un portefeuille de non-coté? Bien sûr. Euh, alors, pour la partie construction, je commence peut-être par la partie sélection, parce que c'est un peu la partie la plus importante. Lorsqu'on investit dans le marché coté, on pourrait choisir d'investir dans une société, dans un fonds, mais on a toujours la main, si demain, pour une raison particulière, on souhaite sortir, on pourrait sortir. Ce point-là, il est un peu différent par rapport à ce qu'on pourrait voir dans le marché coté, non coté. Parce que le marché non coté, en général, on commit pour investir à côté d'un GP sur une période en général de 10 ans, donc on ne pourrait pas forcément sortir. Ce qui fait que la partie choix et sélection des fonds, c'est la partie la plus importante dans un premier temps. Il faut vraiment arriver à avoir c'est un peu un point dont on est conscient dans l'équipe de recherche. On a travaillé principalement sur ce point-là pour arriver vraiment à développer un modèle de due diligence qui est quantitatif pour comprendre c'est quoi les points importants à voir pour un fonds en général et après selon la catégorie de fonds. Bon, il y a 3 points principaux, c'est on regarde l'équipe et la société de gestion. Donc la société de gestion, par exemple, si je prends l'exemple de Goldman Sachs Asset Management, c'est Goldman Sachs Asset Management qui est la société de gestion et on regarde par exemple l'équipe de gestion qui travaille sur la partie dette privée. Euh, on regarde également la stratégie du fonds. Parce que c'est important pour nous de mieux comprendre la stratégie de fonds dans tous les détails pour comprendre comment la performance a été créée et est-ce que on est en mesure de dire que la performance et les moteurs de performance passés sont encore pertinents aujourd'hui au vu du schéma et du contexte macro. Et le troisième point, c'est la partie performance. Si je commence vraiment très rapidement, c'est que si je devais analyser un fonds avec nos équipes, on regarde la partie performance, la partie qui permet vraiment de faire un premier filtre. On regarde pour le fonds en question les différents fonds dans la même famille parce qu'en général, tous les GP, lorsqu'ils lancent un fonds, ils appellent un fonds A et après on a fonds A 2022, fonds A 2025, etc. Donc on a une famille de fonds qui, a priori, ils ont la même stratégie d'investissement. Donc on regarde la performance historique pour chaque fonds et on regarde des comparables pour chaque fonds comparé aux fonds qui étaient lancés sur la même année, sur la même strate, même focus géographique, stratégique, quelle a été sa performance comparée à ces fonds-là. Pour cette partie-là, certainement, lorsqu'on parle du private equity, c'est privé. C'est compliqué de trouver des données. C'est pour ça qu'on s'allie à des partenaires comme PitchBook qui nous permettent d'accéder à toutes ces données-là pour pouvoir analyser pour chaque fonds, historiquement, tous les fonds qui étaient lancés sur la même année et pouvoir comparer à voir est-ce qu'il a surperformé ou non. Oui. Si le fonds il a surperformé par rapport à la moyenne, c'est un premier bon indicateur pour nous. Là, comme toute la performance a été créée par des humains, par l'équipe de gestion. Donc, c'est là où on regarde principalement l'équipe et société de gestion. La société de gestion, c'est important pour nous qu'on regarde, pour qu'on puisse comprendre la société de gestion sur son expertise, sa réputation et sur chaque stratégie d'investissement. Et après, ce qu'on regarde principalement, c'est l'équipe. Pour l'équipe, on a 3 points principaux. Le premier point, c'est l'expertise. C'est important pour nous que l'équipe soit experte sur la thèse d'investissement du fonds qu'on est en train d'étudier. Donc, sur cette partie-là, on regarde d'un point de vue individuel pour chaque membre de l'équipe de management,
son expérience et également d'un point de vue global, la cohésion, la complémentarité et également, surtout, le nombre d'années travaillées ensemble, le nombre de deals qu'ils ont fait ensemble. Une fois étudié, on regarde après une partie très importante, c'est un peu le turnover. C'est un peu la partie compliquée à trouver parce que c'est très important de cette partie-là, vu que si la performance avant a été créée par des équipes qui ne sont pas encore là, on sera plutôt aligné d'aller chercher ces équipes-là et d'investir à leur côté. Sur cette partie-là, en général, de manière un peu similaire, on s'occupe à la fois de ce qu'on reçoit au vu des interactions qu'on fait avec les différentes GP et également des données PitchBook pour un peu s'assurer qu'on suit bien ça et qu'on s'assure de voir que si demain il y a un départ, comment ça va être géré et est-ce qu'il va être en mesure d'impacter ou non. Une fois analysé ces deux points-là, le troisième point, c'est la partie motivation. Il faut qu'on soit sûr que l'équipe est motivée pour créer la performance pour le fonds en question. Et cette partie-là, c'est deux points principaux. Le premier point, le groupe en général, comprendre sa structure. Est-ce que c'est une boîte cotée en bourse? Est-ce que c'est une équipe qui est indépendante? Une structure qui est détenue à 100% par ses salariés? En fonction de ça, on a une meilleure compréhension de l'alignement d'intérêts qui est là. Et le deuxième point, c'est la motivation qui vient par deux éléments principaux. Combien d'argent a été investi par les GP dans le fonds? C'est quoi le, c'est quoi le, pardon, combien d'argent a été investi par les GP dans le fonds? Et également, on regarde la structure du fonds, parce qu'en général, le fonds, il a des frais de gestion. Il a également une commission de surperformance qu'on appelle le carried interest. C'est une commission de surperformance que l'équipe de gestion a le droit de toucher s'il fait une performance supérieure à un seuil minimum qu'on appelle le hurdle rate. C'est important pour nous d'avoir un bon alignement. Du coup, on fait vraiment attention à cette partie-là. On veut des équipes qui sont à l'aise de prendre des frais de gestion qui sont similaires à la moyenne, même un peu moins, mais qui ont un carré d'intérêt qui est très intéressant pour Ouais. vraiment avoir la motivation. Et là-dessus, je pense que c'est important de rappeler les frais. Chez Ramify, on s'efforce d'être extrêmement transparent sur les frais. Et donc, vous pouvez retrouver sur notre espace toutes les informations par rapport aux frais des différents fonds de façon claire et transparente. Euh, Peut-être juste pour finir, parce que c'est très clair du coup qu'il y a un vrai travail d'analyse, de due diligence, d'analyse quantitative et qualitative qui est faite. Euh, on a un certain nombre de questions que je souhaiterais adresser. Et juste avant ça, je pense que la slide de construction de portefeuille, c'est la recommandation côté équipe de l'équipe quantitative de recherche. Et ce qui va être important surtout, c'est d'avoir en fait une recommandation qui est complètement adaptée à vos besoins. Bien sûr. Donc sur cette dernière slide, peut-être juste un mot, Eman, pour finir. Bien sûr. Bah, comme je l'avais bien précisé, alors, c'est c'est principalement un webinaire pour parler du private equity. Notre investissement et notre thèse d'investissement et philosophie à Ramify n'a pas changé. On pense toujours qu'il faudrait arriver à construire des portefeuilles diversifiés en private equity, dette privée, infrastructure, en actions cotées, obligations et autres. C'est pour ça, sur la partie private equity, en général, on est plutôt sur des recommandations à 20% maximum de patrimoine à investir au vu de la liquidité de la classe d'actifs. Si on devait prendre un exemple, c'est vraiment un exemple très simpliste d'une allocation qu'on aurait pu proposer à un client souhaitant investir un ticket d'1 million avec un horizon d'investissement supérieur à 10 ans, qui a potentiellement besoin d'une partie liquide, sous condition bien sûr, à hauteur de 20% avant les derniers 10 ans. Donc, on commence par l'allocation principalement globale. On va être principalement investi en private equity à 60% et 30% en dette privée au vu du profil modéré de l'investisseur. Cette exposition, bien sûr, elle changera selon la version au risque de cet investisseur-là. Sur la deuxième partie, pour prendre en compte au mieux ses liquidités et ses besoins de liquidité, on sera plutôt amené à investir environ 20% en fonds evergreen et sur la partie closed end, environ 80%. Bien sûr, il y aura également, durant les 10 ans, des distributions qui vont arriver sur la partie closed end qu'il pourrait potentiellement utiliser si besoin. Si on fait après un focus sur la partie private equity, donc 3 points principaux, c'est dans quoi j'investis, quelle strat j'accompagne, quelle typologie de boîte. Donc principalement du buyout, c'est l'allocation institutionnelle en private equity qui représente 80% du marché. Donc on va être beaucoup plus sur la partie buyout et une partie satellite pour avoir une meilleure performance par rapport à la moyenne qui viendra sur la partie growth et VC. D'un point de vue géographique, on va être
cette fois-ci à environ 50-50, 40-60 sur la partie Europe, idem sur la partie US. Le marché US, certainement, c'est le marché où le private equity a été lancé, mais le marché Europe, aujourd'hui, il est très intéressant d'un Mm, point de vue multiple. c'est vrai. Il est très intéressant d'un point de vue, surtout sur la partie buyout, plusieurs opportunités de faire des build-up, acheter des entreprises, acheter d'autres qui sont plus petites et pour arriver à faire un champion européen, euh, européen sur le secteur en question. Donc, on est très à l'aise d'investir 40-60 sur la partie Europe, 40-60 sur la partie US et autres sur la partie Asie notamment, où on s'expose principalement sur la partie grosse, là où on est principalement sur des VC growth parce que le marché n'est pas encore mature pour la partie buyout. D'un point de vue exposition, pour que le client puisse vraiment avoir une diversification accrue. On s'expose principalement à du primaire en fonds de fonds. C'est là où on va vraiment arriver à voir et capter la valeur et l'expertise d'accompagnement du GP qu'on choisit. On a également une partie secondaire, c'est là où on va diversifier d'un point de vue millésime davantage l'allocation. Et co-investissement, c'est là où on va arriver également à diversifier de manière un peu accrue l'exposition au GP et également avoir accès à des fonds qui ont une structure de frais qui est beaucoup plus optimisée parce qu'en général, les co-investissements sont faits à des frais qui sont plus bas. Si on est dans un fonds en général qui prend 2% de frais de gestion et 20% de carried interest, on va être sur la partie co-investissement en général et des fonds qui prennent 1% de frais de gestion et environ 12,5% sur la partie carried interest, ce qui est très intéressant, ce qui permet de mitiger la J-curve pour l'expérience du client. Sur la dette privée, idem, choix stratégique, s'exposer à la dette senior, des entreprises où on est vraiment en top de la structure du capital et également du junior ou opportuniste à hauteur de maximum 20% pour arriver à tirer la performance vers le haut. Et c'est principalement une allocation, si on peut le dire comme ça, corps satellite sur cette partie-là. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair qu'il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte quand on construit une allocation dans les marchés non cotés. Et c'est pour ça aussi que chez Ramify, on vous accompagne avec une équipe de conseillers qui va réellement comprendre votre problématique et qui va vous guider sur cette allocation spécifique. Il y avait des questions dans le chat par rapport au fait que on s'exposait sur un secteur ou non spécifiquement. Alors, en tant que LP, on ne peut pas guider ce que va faire le general partner, mais on peut choisir le fonds en fonction de la thèse d'investissement. Peut-être juste pour finir sur la dernière slide, pour noter que l'avantage chez Ramify, si on peut juste avoir la dernière slide, c'est d'avoir un catalogue très large de fonds de private equity avec 0% de frais d'entrée. Donc, vous pourrez bénéficier sur tous nos stratégies de private equity, private debt et d'infra d'aucun frais d'entrée. Et là, en participant à ce webinaire, vous avez 3 mois de frais de gestion offerts qui sont valables du coup jusqu'au 15 novembre et vous pourrez avoir accès à une expertise de la part des conseillers. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec des conseillers ou vous pouvez directement aller consulter notre offre de fonds d'actifs non cotés de qualité institutionnelle. Simplement, je regarde juste s'il y a des questions brûlantes. Dans tous les cas, toutes les questions seront répondues par la suite par écrit. Mais je pense qu'une question qui peut être assez intéressante, ce serait une question sur les stratégies, l'impact du dollar sur les performances des stratégies d'actifs non cotés. Bien sûr. Bon, je pense qu'en général, le dollar il a certainement un impact. Je pense que c'est une question qu'on se pose maintenant parce qu'en général, on ne l'a jamais posé la question. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, surtout fin du premier semestre, on était sur la performance la plus pire depuis plus que 50 ans du dollar. Donc, c'est un black swan, comme on peut le dire, qui arrive pas souvent, mais si ça arrive, ça peut être compliqué. Donc, en général, les fonds de private equity, historiquement, ils ne hedgeaient pas des expositions dollars pour la simple raison pour le fait qu'en général, on est sur une volatilité inférieure à 7. Sur une période d'investissement de 10 ans, l'impact dollar, il est atténué. Donc, sur 10 ans, a priori, on va être sur une performance, un impact dollar qui va être entre moins 20 et plus 20%. Sur un fonds qui va faire un multiple de 2, ça n'aura pas forcément un grand impact. Ça, c'est sur les fonds un peu closed-end. Par contre, sur les fonds evergreen, on regarde et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'investisseurs et de GP qui lancent des fonds avec des parts hedgées en euros.
pour arriver à atténuer l'effet. Ce qu'il faudrait juste prendre en compte, c'est que tout choix, lorsqu'on choisit de se hedger, on choisit de payer une prime pour se hedger, une prime qui pourrait coûter chaque année environ 2 à 3. Donc, 2 à 3 qui va impacter négativement la performance, d'où le choix de bien regarder ces éléments-là. C'est vraiment de se dire que si j'investis pour un projet hyper court terme, euh, ça pourrait être intéressant de mitiger ce risque-là et de pas et investir dans des parts hedgées en euros. Par contre, si on investit sur des périodes qui sont plus longues, a priori, au vu historiquement, on ne pourrait pas forcément savoir ce qui va se passer dans les prochaines 10 ans, mais historiquement, ça pourrait être un point qui va plus coûter que d'apporter de la performance. Ouais. En tout cas, Et pour prendre rapidement quelques questions, du coup, sur la courbe en J en dette privée, sur les fonds qui vont être fermés, il va y avoir aussi une courbe en J. Pareil, sur une question qui est liée à la performance des evergreen versus les fonds classiques. Ça, Eman, je pense que tu y as déjà répondu. Et enfin, sur tous les sujets qui sont liés à notre offre, il est possible de choisir des produits pilotés, comme notre assurance vie française, qui vont inclure pour le portefeuille élite une allocation en private equity qui est décidée par notre équipe de recherche quantitative, bien du sûr. coup dirigée par Eman. Je veux juste vous remercier tous d'avoir participé. Merci beaucoup, Eman, C'est toi, pour Louise. ta présence et tes explications très claires aujourd'hui. Toutes vos questions, on en a eu beaucoup, donc on n'a pas pu répondre à tout, mais elles seront répondues par écrit. Et puis surtout, comme mentionné, chez Ramify, on essaie vraiment de vous donner accès à une offre de qualité institutionnelle sur les fonds d'actifs non cotés, de private equity, private debt, real assets. On vous accompagne sur la sélection de ces fonds, sur la construction d'un portefeuille de non cotés, et vous pouvez bénéficier de 0% de frais d'entrée ainsi que 3 mois de frais de gestion offerts. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger davantage ou si vous avez des questions. Et sinon, je vous souhaite une excellente soirée.